franceinter.fr. Regardez les feuilles jaunes, elles volaient. Regardez les feuilles brunes, le vent poussait rouge, jaune, brune, chacune dansait. Bonjour, les chiffres varient selon les sources. Entre 24 et 35 millions de personnes souffriraient de la maladie d'Alzheimer dans le monde, près de 900 000 en France. Ces chiffres pourraient doubler dans les 20 ans qui viennent. Alzheimer, c'est cette forme de démence qui se traduit d'abord par une perte de mémoire avant d'annihiler progressivement l'autonomie de celui qui l'a subie. À ce jour, il n'existe aucune thérapie capable de soigner la maladie d'Alzheimer. Et le débat fait rage pour savoir si les médicaments disponibles permettent au moins d'en atténuer ou d'en ralentir les effets. La découverte d'un traitement véritable constitue bien sûr l'un des grands défis lancés à la recherche pharmaceutique. Mais dans ce dossier de santé publique, un doute d'une toute autre nature s'est insinué au fil du temps. En 2009, une association de médecins indépendants met en lumière le lien pour le moins surprenant entre certains membres de la Haute Autorité de Santé, autrement dit, l'organisme qui autorise la commercialisation des médicaments, et les grands laboratoires pharmaceutiques. Le grand public découvre que des médecins appelés à se prononcer sur certains médicaments sont aussi rémunérés par les laboratoires qui fabriquent ces médicaments. Depuis 2013, la loi oblige les laboratoires à déclarer ce type de conflit d'intérêts, mais la situation est loin d'être totalement assainie. Alzheimer, les petits intérêts dans les grands, c'est un reportage de Pascal Pascariello. Interception, le magazine de la rédaction. La douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale. La bouquet d'ordre et beauté, luxe calme et volonté. Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, IM2A. C'est là où j'ai rendez-vous ce matin, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc, où se trouve cet institut qui est dirigé par le professeur Bruno Dubois, neurologue. Et j'ai rendez-vous pour suivre des consultations mémoire qui diagnostiquent donc la maladie d'Alzheimer. Hop. On va rentrer. Bonjour, docteur Michon. Bonjour, Mabille. Bonjour, docteur. Voilà, donc j'ai eu un petit peu un retour de toute l'équipe sur les entretiens que vous avez eus ce matin. Parce que l'idée, c'est peut-être quand même sans urgence, mais de refaire des tests comparatifs et un peu plus approfondis. Bien sûr, oui. Pour voir où vous en êtes. Test de mémoire, une IRM cérébrale, si c'est possible de la faire, s'il n'y a pas de contre-indication. Vous avez des questions? Non. Non. Non, je suis prête à tout. Vous êtes prête à tout. C'est pour toi. C'est pour moi? Oui, pardon. Voilà. Il y a encore des choses que je comprends. On va réfléchir. Vous pouvez éventuellement rester là le temps que je réfléchisse. Ça, vous n'avez pas besoin, non? Non, alors ça oui, pardon, ça oui. Vous avez en effet demandé de le remplir et vous l'avez fait. Le papier. CD, je vous le rends. Vous avez les deux Profitez exemplaires. pour vous poser quelques questions. Alors ça c'est toutes vos notes de la journée. Prénom. Je vous les laisse. Mireille. Il y a deux exemplaires. Vous, Mireille, vous avez quel âge? C'est parfait. 71 ans. Donc là, vous êtes venue pour quelle raison aujourd'hui? Parce que je savais que j'étais malade. Au revoir. Parce que je savais que j'étais malade. Et voilà. Vous avez quelle maladie? Excusez-moi. Alzheimer.
Ça, vous l'avez appris quand, Mireille? Je l'ai appris quand? Ça fait 2 mois maintenant, à peu près. 6, oui. Est-ce que il y a eu des événements vraiment qui vous ont perturbé, enfin Des trous de mémoire, oui, que j'ai l'habitude de circuler en voiture. On habite à la campagne, d'aller dans un village ou dans un autre, ou faire des courses, voilà. Et je me suis perdue. Voilà. Et pas plus tard qu'avant-hier, mon mari m'a donné du courrier à poster dans le village. Et en partant de la maison, je me suis dit, bon, où est la poste? Voilà. Votre mari est à côté de nous. Votre prénom? Maurice. Maurice. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus, la Mireille, aujourd'hui? L'angoisse le plus, c'est l'avenir. Le fait d'embêter tout le monde dans la maison, de faire du souci à la famille. Et puis, je sais qu'il y a des moments où on a des flashs et où on réalise dans quel état on est. Et ça me fait peur. Voilà. Vous prenez un traitement contre la maladie? Oui, puisque j'étais allée voir déjà un spécialiste à Montauban, puisqu'on habite à côté de Toulouse, et qui m'avait donné ce traitement, puisque c'était déjà décelé. Bon, si vous voulez, il y a des... Comment on appelle ça, Maurice? Ça y est, voilà. Des effets secondaires. Des effets secondaires qui sont assez gênants, ouais. Ouais, entre autres, la diarrhée, c'est un truc idiot, mais c'est gênant. Vous avez eu l'impression d'aller mieux avec ce médicament ou pas? Ça dépend, oui. Bon, les crampes la nuit ou des trucs comme ça, c'est comme ça, oui. Et des cauchemars. Ah oui, ça fait partie de tous les effets secondaires que j'ai eus. C'est pas drôle. Vu qu'il n'y a pas plus d'effets bénéfiques sur votre état de santé, est-ce que vous pensez l'arrêter ou... Je pense qu'on m'a conseillé tout un tas d'autres traitements, de l'orthophonie, de je sais plus quoi. Non médicamenteux, enfin Non, pas d'autres traitements médicamenteux. C'est surtout, je pense, pour le moral et pour toutes ces choses-là. Et vous en pensez quoi, Maurice, justement? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin, comme une béquille, des médicaments psychologiquement, ou est-ce que vous pensez que justement quand ils ont trop d'effets secondaires, faut les arrêter? Non. Je crois que c'est utile. Non? Vous me dites que vous voyez pas d'amélioration en même temps, non? Pas du tout. Mais je pense que ça ralentit l'évolution, et ça c'est important. Vous pensez que ça ralentit l'évolution? Je l'espère. Je l'espère. Je crois qu'on a l'habitude de faire confiance au corps médical. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Bon retour à Toulouse. Hein. Merci. Au revoir. À ce stade, les médecins ne sont pas encore certains que Mireille souffre bien d'Alzheimer. Et pourtant, ils lui prescrivent l'un des médicaments contre la maladie. Il en existe 4, sans compter leur générique. L'Aricept du laboratoire Eisai, l'Excellon de Novartis, le Réminil de Janssen et les Bixia de Lundbeck. Vous avez le droit à n'importe quel mot, sauf des noms propres. D'accord? En 1 minute, c'est parti. Salade. Saleté. Salmigondi. Sauce. Ces 4 médicaments ont été autorisés à partir de la fin des années 90. Les autorités de santé les ont d'abord jugés d'une efficacité importante. Mais en 2011, en plein scandale du Mediator, ils sont finalement rétrogradés comme médicaments d'intérêt clinique modeste, aux effets secondaires importants. Ils peuvent provoquer des troubles digestifs, voire de graves complications cardiovasculaires. Il a fallu attendre près de 10 ans après les premières alertes lancées par Prescrire. En effet, dès 1998, cette revue d'information médicale totalement indépendante tire la sonnette d'alarme sur ces médicaments. Bruno Toussaint est le directeur de la revue. Quand on regarde bien les performances du médicament, ça change un petit quelque chose difficile à préciser dans le fonctionnement du cerveau, mais ça ne change rien à la vie quotidienne des personnes. Et alors, justement, vous, par rapport à ces médicaments, dès 98, vous signalez qu'ils ils n'ont pas d'intérêt et voire ils sont dangereux? Alors, pour nous, la toute première fois qu'on a examiné le dossier, il n'y avait encore pas beaucoup de données. C'était vraiment les tout débuts de l'évaluation de ce genre de médicaments et encore peu de recul. Et puis petit à petit, l'évaluation s'est étoffée. On a vu que ça ne retardait pas le passage en institution. Et il y a eu quelques essais qui ont montré plutôt une augmentation de la mortalité plutôt qu'autre chose.
Et qui a été signalé d'ailleurs une fois par le professeur Montastruc à Toulouse, et une autre fois aussi à Caen, où on a signalé des cas de mortalité plus importants. Alors, il y a eu davantage de résultats d'essais comparatifs de centaines de personnes suivies pendant plusieurs semestres, voire plusieurs années, et on a pu quantifier effectivement l'excès d'accidents cardiovasculaires chez ces personnes du fait de ces médicaments. Et vous, justement, quelle position vous avez par rapport à ces médicaments ? Est-ce que vous demandez qu'ils soient retirés ? Est-ce que vous demandez qu'ils soient déremboursés, mais qu'on puisse continuer à les acheter ? Alors, pour nous à prescrire, c'est clair aujourd'hui que ces médicaments-là sont à écarter, sont à éviter. Parce que ce qui peut arriver de mieux du fait de ces médicaments, c'est que pendant quelques mois, 3-4 mois, moins de 6 en tout cas, il y a une petite amélioration sur certaines échelles de tests de mémoire ou autres, mais rien qui change la vie quotidienne, alors que de l'autre côté de la balance, il y a des risques avérés d'accidents cardiovasculaires, de troubles digestifs, etc. Et ça a tendance à augmenter la mortalité sans avoir amélioré la qualité de vie. Donc à notre avis, il ne faut pas se leurrer, il faut regarder les choses en face. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie grave, mais ces médicaments sont à écarter parce que ce sont de mauvaises solutions pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est décevant, mais c'est ainsi. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le professeur Olivier Saint-Jean, chef de service de gériatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Je dois assister à une consultation avec un de ses patients atteint de la maladie d'Alzheimer. Bien. Comment ça va ? Oui, très bien. On va dire rien de neuf. Non. L'été s'est passé sans difficulté. Oui. Toute la famille est venue. Absolument, tout était parfait. Tout était parfait. Finalement, vous avez quel âge ? Voilà. Quel âge avez-vous finalement ? On va dire que c'est... On va dire que c'est un secret. D'accord. Ça, vous savez. La mémoire, comment vous trouvez qu'elle va ? Oui. Ça marche oui, suffisamment finalement pour que au quotidien ça se passe sans trop de difficultés. Non, j'ai jamais eu de problème de mémoire. Vous vous souvenez de m'avoir vu ? Pardon ? Vous vous souvenez qu'on s'est déjà vu ? Ah oui, je me souviens très bien. D'accord. Ah oui, je me souviens très bien de vous. Et puis de la tante qui a eu à faire avant. De la tante avant d'arriver, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut dire que la vie est belle ? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la vie est belle ? Ah oui. Ouais. Pour moi, oui. D'accord. Vous prescriviez des médicaments, les médicaments contre Alzheimer, ce que vous ne faites plus aujourd'hui. Est-ce que c'était le cas avant ? Oui, j'ai été prescripteur et j'y ai cru. Moi, je bascule dans les années 2003-2004, lorsque d'abord j'ai pris des cours pour mieux comprendre les essais cliniques, et puis ils ont fait une étude sur 2 ans, et là, paf, les groupes traités de gens qui n'avaient qu'une plainte de mémoire avaient 3 fois plus de mortalité que ceux qui n'étaient pas traités. 2003. Et puis on a suspecté aussi l'industrie du médicament de n'avoir communiqué que les études positives et pas les études négatives. Donc on a été un certain nombre, à partir de ce signal de risque de toxicité pour les malades et de reconnaissance que finalement ça faisait rien, à agiter notre drapeau en disant voilà. Et donc on a été un tout petit nombre très très à contre-courant de la plupart de nos confrères. Avez-vous des conflits d'intérêts ? Enfin, travaillez-vous pour des laboratoires ? Alors moi je n'ai plus aucun conflit d'intérêts depuis une dizaine d'années. J'en ai eu avant, donc je sais ce que c'est dans la complexité, c'est-à-dire dans cette relation à la fois d'amitié que l'industrie du médicament développe, parce qu'il y a des relations intelligentes qui peuvent s'établir, aussi d'aide, c'est-à-dire que moi, ça m'a aidé à monter un certain nombre de choses dans mon service. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'on est dans une forme de piège qui est un piège compliqué parce qu'il y a une dimension presque d'affect, vous voyez ce que je veux dire, d'amitié, etc. Et donc, on se trouve très rapidement piégé et finalement assez rapidement entraîné à dire des choses qui sont vraiment, franchement, pas acceptables pour moi. Là, je dirais que cette... Et là, vous travaillez pour des laboratoires qui commercialisaient le médicament d'Alzheimer ? À l'époque, je faisais des conférences, je faisais des cours, j'étais invité dans des congrès, souvent assez fastueux, par tous les labos qui faisaient ces médicaments dans l'Alzheimer. Ça pose la complexe question de l'expertise. C'est quoi un expert ? Alors,
On peut être expert sans avoir le moindre lien avec l'industrie du médicament parce qu'on fait notre boulot de clinicien, de chercheur, d'enseignant, etc. Après, c'est compliqué parce que quand vous êtes bien aimé par un labo, il va vous mettre en avant. Quand on est jeune prof, c'est très important d'être mis en première ligne, d'avoir une visibilité, ça vous donne de l'aura, etc., etc. La carrière en dépend pas, mais c'est pas complètement innocent. C'est pas mal d'être copain avec l'industrie du médicament. Et puis après, il y a des dérives qui sont des choses qui sont très occultes à temps et qui posent problème. C'est que pour être nommé et pour exister, il faut publier. Publier, c'est compliqué. Il faut écrire, il faut avoir le temps d'écrire. Et parfois, l'industrie du médicament tient la plume. Vous offre des papiers qui vous donnent des listes de titres et travaux qui fait que vos confrères et le doyen disent « cet homme est merveilleux, cette femme est merveilleuse, il faut la nommer professeur ». Compliqué, ça. Et est-ce que ça vous a posé des questions aussi sur la relation que peut avoir un professeur avec ou un médecin avec des laboratoires ? Moi, ça m'a donné un sentiment de liberté de parole, c'est-à-dire que, même si je n'avais pas une parole très contrainte, mais je trouvais que ça devenait indécent, d'un côté, de considérer que ces médicaments n'avaient aucun intérêt, et finalement de continuer à être partenaire de ceux qui les produisaient. On arrive à la fin des 2 minutes, donc je vais vous donner des indices pour essayer de retrouver les mots qui vous manquent. Dans cette liste, il y avait le nom d'un poisson. Vous vous rappelez ? Très bien. Il y avait aussi un vêtement. Les professeurs de médecine peuvent donc être liés au laboratoire pharmaceutique par différents types de contrats. Rien n'est laissé au hasard dans la stratégie des firmes. Dans des documents internes que nous avons pu consulter, un laboratoire a étudié avec minutie la composition de chaque instance décisionnelle, notamment l'Agence du médicament qui donne les autorisations de mise sur le marché ou la Haute Autorité de Santé qui juge leur efficacité. Chaque membre, chaque professeur est présenté en fonction de son degré d'adhésion aux arguments du laboratoire. Le professeur Bruno Dubois est l'une des figures incontournables de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ce neurologue dirige l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il est également directeur de recherche à l'INSERM, président du comité scientifique de l'association France Alzheimer, membre de la fondation Plan Alzheimer, une fondation de recherche publique-privée, coordinateur du Centre national maladie Alzheimer jeune, et il a travaillé pour l'Agence nationale de sécurité du médicament et pour la Haute Autorité de Santé, entre autres. C'est ce qu'on appelle un CV bien rempli. Quand on a une expertise dans un domaine, on se retrouve assez souvent sollicité pour faire partie de différents boards. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Quel est votre point de vue justement sur les traitements qui existent aujourd'hui pour lutter contre la maladie d'Alzheimer ? Bon, il faut pas se cacher la vérité. Les médicaments aujourd'hui disponibles sont peu efficaces. Mais il y a d'autres études en cours, il y a d'autres médicaments qui vont arriver dans les 2 ou 3 années qui viennent, et on espère beaucoup parce que, pour ne rien vous cacher, il y a eu quand même énormément d'études qui ont été réalisées au cours de ces dernières années avec des résultats qui, pour l'instant, sont plutôt négatifs. Donc on est quand même préoccupé là. Quand vous dites que les traitements sont pas efficaces, est-ce que vous les prescrivez ou pas justement ? Parce qu'il y a 4 médicaments contre la maladie. La Haute Autorité de Santé les a revus plutôt à la baisse. Alors, je ne vous ai pas dit qu'ils étaient inefficaces, je vous ai dit qu'ils étaient peu efficaces. Et c'est toute la question. À quoi sert un médicament peu efficace ? Un médicament peu efficace, c'est quand même un médicament qui a une certaine efficacité. Donc c'est déjà une première chose. Et on peut considérer qu'il y a peut-être une perte de risque, une perte de chance, pardon. Et on peut considérer qu'il y a peut-être une perte de chance à ne pas donner ces médicaments. Donc c'est la raison pour laquelle on les prescrit, on continue à les prescrire. Mais je peux comprendre aussi que les autorités de santé aient décidé de diminuer le remboursement. Je pense personnellement que c'est une erreur. Mais bon, ça après, il y a des choix économiques qui sont peut-être derrière ces décisions. Alors les médicaments justement continuent à être remboursés puisque la maladie est prise en charge à 100%. Ça représente 380 millions d'euros chaque année pour la sécurité sociale. Et en même temps, pour les laboratoires, c'est 200 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est maintenant convaincu que une des raisons pour lesquelles les médicaments n'ont pas montré d'efficacité, c'est probablement parce qu'ils étaient développés chez des patients trop avancés. Donc on a maintenant des nouveaux critères de diagnostic qui nous permettent de repérer les patients beaucoup plus tôt. On peut les inclure dans des protocoles thérapeutiques de façon beaucoup plus précoce, et on espère qu'on va pouvoir ainsi mettre en évidence l'efficacité de ces médicaments. De la main droite, montrez-moi quel geste on fait quand on gronde un enfant qui fait une bêtise. Oui, quand on lui dit « viens ici ». Oui, quand on fait le salut militaire. Parfait. Vous connaissez l'expression « se tourner les pouces » quand on s'ennuie ?
Oui. Ça correspond à quel geste? Parfait, exactement. De la main droite toujours, faites semblant de fumer une cigarette. Oui. De vous peigner les cheveux en tenant un peigne. En tenant bien le peigne. Voilà, parfait, très bien. De vous brosser les dents. Très bien. De déchirer une feuille de papier. Oui. Gonfler les joues. Claquer la langue. Envoyer un baiser. Comme à chacun de mes interlocuteurs, je vais vous demander la liste de vos conflits d'intérêts. Mes conflits d'intérêts, ils sont liés aux médicaments qu'on étudie et qu'on développe dans cette maladie. Donc actuellement c'est Roche, Lilly et Affiris. Et est-ce qu'on peut connaître l'ordre des budgets dans ces cas-là? L'ordre des budgets, vous nous renseignez pour les laboratoires, pour les médicaments. Vous vous renseignez pour les études cliniques. Je ne sais pas combien c'est. Et est-ce que vous avez fait des travails de consultant également pour des laboratoires? Non, mais c'est qu'on développe ces médicaments-là pour ces laboratoires. Non, mais je vous demandais ça parce que moi j'avais vu une de vos interventions en mars 2012 où vous aviez fait la liste, en fait, hein, et il y avait des séances de consultants. Vous voyez? C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Non, mais il y a une différence entre faire des expérimentations et être consultant. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que vous aviez là? Affiris, Roche, voilà. Et Lilly. Et quand on est consultant, à quoi consiste le travail d'un professeur pour un laboratoire quand c'est un travail de consultant? C'est de la consultance, je sais plus, c'est par exemple, c'est participer à ce qu'on appelle un advisory board, un scientific advisory board, où on se réunit pendant quelques heures pour... il nous montre les médicaments, il nous demande un peu notre avis sur l'intérêt de ce médicament. Advisory, conseil, board, un board de conseil scientifique. Donc on peut conseiller en termes de stratégie aussi, quoi. Oui, conseil stratégique, exactement. D'accord. Vous me demandez de parler des labos. Moi, j'ai... Où est le problème? Mais il n'y a pas de problème. Alors, Vous voulez que je coupe? Vous arrêtez? Vous voulez que j'arrête le... C'est fini, là? On a fini ou pas? Vous arrêtez. J'arrête. Alors, j'arrête le micro. Toc, toc, toc. Je rallume. Ce que je veux dire, c'est que... C'est dommage qu'on soit... Il y a tellement de choses plus importantes que de parler des médicaments qui ne servent à rien. Je le sais bien qu'ils ne servent à rien. Bon. Mais non seulement je sais bien qu'ils ne servent à rien, mais je suis obligé de dire qu'ils servent un peu, parce que sinon, ça désespère les malades qui les prennent. Parce que dans vos auditeurs, vous avez effectivement 2 ou 3 personnes qui vont dire « Dubois, là, on sent, il palpe. » Et puis, il y en a 1 million qui écoutent le truc en disant « Putain, mais les médicaments que je prends, ça sert à rien. » Donc, on est obligé de leur dire que ça sert un peu. C'est pas parce que je suis... voilà. C'est parce que vous êtes quoi? Voilà. Vous voulez que j'arrive? Nous avons demandé à plusieurs reprises le montant de ces contrats au professeur Dubois. Sans succès. Pas de trace également de déclaration d'intérêt du professeur sur le site dédié du ministère de la Santé. Ah oui, à l'exception de quelques déjeuners de 10 à 30 euros. Bruno Dubois n'est pas le seul, bien sûr, à prescrire des traitements qu'il juge pourtant lui-même inefficaces. Françoise Forette, mise en cause dans l'affaire du Mediator pour avoir conseillé Xavier Bertrand au ministère de la Santé tout en ayant des contrats avec le laboratoire Servier, est également experte sur la maladie d'Alzheimer. Elle a par exemple participé aux autorisations de mise sur le marché des médicaments, alors même qu'elle travaillait pour les laboratoires qui les fabriquaient. Les conflits d'intérêts entre les autorités de santé et les laboratoires n'ont donc pas disparu avec l'affaire du Mediator. Mais d'autres pontes de la médecine ont décidé, quant à eux, de lutter contre ce système. Philippe Even, professeur de médecine à la retraite, ancien doyen, président de l'Institut Necker et auteur de quelques livres sur le médicament. Et je vais vous demander si vous avez des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Comme disait l'autre, je n'ai jamais eu de lien d'aucune sorte avec l'industrie pharmaceutique. La moitié des médicaments mis sur le marché est remboursée
sont des médicaments qui ne servent à rien d'objectif scientifiquement démontré. Maintenant, qu'ils aient un effet sur les malades, un effet placebo, comme on dit, le malade se sent pris en charge, se sent soigné et se sent mieux parce qu'il a envie de se sentir mieux, il demande à se sentir mieux, on peut le comprendre. Ça n'est pas une raison pour tomber dans les fantasmes et dépenser plusieurs milliards pour rembourser ces médicaments-là. Et alors, comment ça se fait bêtement qu'on ne les retire pas du marché, ces médicaments ? Vous savez, on tombe toujours sur le même problème. L'industrie pharmaceutique, c'est 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 150 de bénéfices tous les ans dans le monde. C'est la plus puissante en bourse des industries, c'est 3000 milliards de capitalisation boursière, c'est autant que l'informatique, c'est devant l'agroalimentaire, c'est devant l'armement, devant la mécanique, devant l'industrie électrique, etc., etc. Il faut voir que le plus gros laboratoire qu'on appelle français, bon, il n'est plus beaucoup, mais enfin Sanofi, c'est plus lourd que la société Coca-Cola. Hein. Il faut mesurer la puissance formidable de l'industrie. Pour suborner les médecins, elle dépense actuellement 300 millions de dollars pour acheter la connivence des leaders d'opinion. Et 300 millions de dollars pour payer les voyages des médecins qu'elle va asseoir dans des amphithéâtres, dans des villes d'eau pour écouter précisément les leaders d'opinion. Bon, le tout, ça fait moins d'1 milliard pour une industrie qui fait 150 milliards de bénéfices par an. C'est des queues de cerises. D'une certaine façon, on pourrait dire que tous ces médecins engagés dans des conflits d'intérêts vendent leur honneur pour un plat de lentilles. Hein. Comment on peut corrompre ? On parle de conflit d'intérêts et vous préférez le terme corruption. Ouais. Il s'agit de corruption pure et simple. Je ne parle pas des petits cadeaux donnés ici ou là qui d'ailleurs n'ont aucune influence. Hein. Je parle de la cinquantaine ou de la soixantaine de spécialistes universitaires français qui doublent ou décuplent leur salaire universitaire parce qu'ils sont au service de l'industrie, qu'ils font le marketing de l'industrie. Ils publient au nom de l'industrie, ils parlent dans les congrès, dans les séminaires, ils donnent des conférences pour diffuser le médicament. Dans leur société, ils font basculer la vie de la société en faveur de leurs médicaments et la société les suit parce que c'est eux qui apportent l'argent de l'industrie. Et ensuite, nos agences de médicaments les prennent comme experts. À partir de là, le système est bouclé. L'industrie pharmaceutique tient directement la plume du médecin prescripteur à travers toutes ces étapes qui passent par les leaders d'opinion. Mais enfin, s'il n'y avait pas ces médecins, l'industrie pharmaceutique serait obligée de se comporter différemment. Les coupables, c'est eux, ça n'est pas l'industrie pharmaceutique. Et je suis un professeur leader d'opinion en France. Combien je peux gagner avec l'industrie pharmaceutique ? Écoutez, pour chaque contrat, les plus petits en France, ça tourne autour de 30 000 euros. Les plus gros, vous multipliez par 10. Hein. 300 000 euros par an, par exemple. Ah oui, plus que ça. Aux États-Unis, leur corps, c'est 6 millions de dollars. Il y en a plusieurs à 1 million, 1,5 million de dollars. Et il y en a beaucoup qui sont entre 500 et 800 000 dollars. Autrement dit, quand un professeur a signé 5, 10, 15, voire 20 de ces contrats, vous n'avez qu'à faire la multiplication et voir qu'il s'agit de revenus qui se comparent à ceux des plus grands footballeurs. Alors justement, en France, la transparence, le fameux mot de la transparence, la loi Xavier Bertrand avait dit après le scandale Mediator, on va changer déjà le nom de l'agence du médicament qui s'appelle plus AFSAPS mais ANSM et on va obliger une déclaration des conflits d'intérêts. Enfin... La loi Xavier Bertrand, je l'ai faite avec lui. Et il avait finalement été convaincu. Et il avait voulu que dans les décrets d'application, les montants de ces contrats soient indiqués. Et c'est le gouvernement socialiste actuel... De Marisol Touraine. Et pour moi, c'est particulièrement désagréable parce que c'est ma famille de pensée politique qui a fait une formidable marche arrière et qui n'oblige plus à déclarer les montants. Par contre, on déclare les petits cadeaux, les repas, les nuits d'hôtel, c'est des cadeaux de 100, 200, 50, 11 euros. Lisez-le sur le guide, c'est à mourir de rire. Il y en a même un à 9 euros qui est déclaré. Ça devient une dérision. On déclare la pacotille, mais silence radio total sur des sommes qui sont 1000 fois supérieures. Dans la vie d'un médicament, une fois son autorisation de mise sur le marché acquise, il passe devant la Haute Autorité de Santé. Sa fonction est cruciale. C'est elle qui évalue son efficacité. Et ce jugement conditionnera son taux de remboursement et donc en grande partie son succès commercial.
Mais cette autorité publique, elle non plus, n'est pas épargnée par les conflits d'intérêts. En 2009, s'appuyant sur le travail du docteur Philippe Nicot, une association de médecins indépendants, le Formindep, dépose une plainte auprès du Conseil d'État. Objet de cette plainte, plusieurs experts de cette instance étaient rétribués par les laboratoires alors même qu'ils conseillaient le corps médical sur les médicaments contre Alzheimer. Suite à cette plainte, en 2011, des experts, cette fois-ci indépendants, préconisent un usage beaucoup plus modéré de ces médicaments. Mais la Haute Autorité de Santé a encore des difficultés à s'assurer que ses membres n'ont pas de conflit d'intérêts, comme le reconnaît à demi-mot son directeur, Jean-Luc Arousseau. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique, elle rend évidemment des services considérables, mais ce sont aussi des entreprises et elles cherchent à vendre leurs produits. Donc c'est vrai qu'elles ont un poids important à de nombreux niveaux décisionnels, à commencer par le premier niveau, c'est le médecin qui va rédiger l'ordonnance, mais en amont de ça, elles peuvent effectivement, et ne se sont pas privées de le faire, intervenir sur tous les rouages des institutions de santé. Donc les déviations de l'industrie pharmaceutique sont connues bien avant le Mediator. Nous progressons, c'est, je répète, difficile. Et en particulier, il y a maintenant un site officiel du ministère de la Santé qui permet de recenser toutes les aides financières ou les dons financiers que l'industrie pharmaceutique consent à l'ensemble des professionnels de santé et même aux associations de médecins, aux jeunes médecins en formation. Donc, toutes les aides financières, les dons sont déclarés sur ce site. Donc il y a toujours effectivement moyen de vérifier une partie des déclarations. Alors tout n'est pas déclaré et effectivement les subventions en échange de recherche, les contrats ne sont pas déclarés et donc c'est un effort particulier si on veut vérifier la véracité d'une déclaration publique d'intérêt. Mais quelquefois les experts ont oublié de déclarer prestations. Donc c'est vrai que ça nous met quelquefois dans des situations difficiles parce qu'on apprend a posteriori un événement qui pouvait constituer un conflit d'intérêts et que l'expert avait omis de déclarer. C'est une omission ? Oui, on n'est pas obligé de penser que c'est quelquefois quelque chose de caché, ça peut l'être, mais quelquefois ça peut être vraiment une omission. Donc voilà, c'est effectivement un travail pour nos services difficile. Quelquefois ça nous prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, à notre insu, tes médicaments augmentent de façon inquiétante. On arrive à plus de 7 médicaments par jour. Et je te découvre un comportement inhabituel. Tu oscilles entre délire et apathie, entre agressivité et prostration. Véronique s'aperçoit qu'un soir, on t'a enfermé la nuit dans ta chambre. Et un jour, Léonard reçoit une lettre du médecin-chef indiquant que l'établissement n'est plus adapté et qu'il faut envisager une unité sécurisée, c'est-à-dire fermée sur l'extérieur. Jean-Albert Lièvre est journaliste. Il a filmé pendant 3 ans sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Avec lui, nous visionnons des extraits de Flore, son documentaire. À l'étage où tu te trouves, les couloirs ne sont plus bercés par la douce musique du petit salon, mais par les cris bruyants de pensionnaires en mal de vivre. Au lendemain de ta première nuit, la direction m'appelle affolé. Tu as tout cassé dans ta chambre. Comment ça s'est passé quand vous découvrez qu'on pronostique la maladie d'Alzheimer ? En fait, moi, je m'étais rendu compte des années, vers 2004, que maman avait parfois des comportements un peu bizarres. Comme elle a toujours été un peu originale, on disait, bon, c'est normal. Mais ça s'est accéléré après le décès de mon père, et donc je l'ai amené voir un neurologue qui a été catégorique, c'était Alzheimer. Elle avait 70 ans. Je suis allé voir de très bons neurologues, et donc ils ont d'abord donné parce que maman à l'époque était
je pense, consciente de sa maladie et demander de l'aide. Donc ils ont mis en place des médicaments qui étaient censés être efficaces sur Alzheimer, améliorer la mémoire, je sais pas, enfin bon, c'était le fameux Réminil, qui lui avait un effet désastreux sur l'organisme, sur l'estomac, qui a complètement déréglé complètement tout. Tellement important que les médecins généralistes pensaient qu'il y avait autre chose, donc maman s'est retrouvée en clinique pour faire une coloscopie, pour voir s'il n'y avait pas des problèmes d'intestin, etc. Ce qu'il a, l'anesthésie générale l'a encore plus bousillé, derrière on lui a redonné des trucs, enfin ça a été une escalade de médication et de contre-médication, de changement de produit parce que ça ne marchait pas et qu'on disait bah oui sur certains patients ça ne marche pas donc il y a autre chose qui est ça, etc. Elle a régressé à mon avis aussi à cause des médicaments. Et si elle s'est retrouvée ne sachant plus marcher et on l'a récupérée mourante, elle l'a récupérée en chaise roulante, ne se nourrissant plus, etc. Je pense que c'est en grande partie à cause des médicaments qu'elle avait qui l'abrutissait complètement parce que quand j'ai décidé de la sortir de là pour la ramener en Corse, que j'ai décidé avec le médecin corse d'arrêter tout le traitement, ce qui a pris du temps parce qu'il fallait y aller progressivement, et ben on a vu un réveil inversement proportionnel à la descente des médicaments, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se réveiller, et du coup, il n'y a eu que du bénéfique à cette opération. Je n'ai pas cherché à faire un film polémique, je n'ai pas cherché à faire une enquête sur les médicaments, l'industrie pharmaceutique. J'ai simplement essayé de dédramatiser la maladie d'Alzheimer en montrant qu'il ne fallait pas obligatoirement enfermer les gens parce qu'ils avaient Alzheimer. Et donc voilà, comme c'est une belle histoire, j'en ai fait un film. Encore et encore, ton traitement change et ton état de santé empire. Comme maman, c'était devenu compliqué de la déplacer, je filmais avec un téléphone portable et j'allais à des rendez-vous en montrant le comportement sur un téléphone. Votre maman est à 4 pattes sur l'herbe, ça fait un... Oui, donc progressivement, elle ne marche plus. Là, elle n'arrive plus à marcher debout. Donc elle marche à 4 pattes. Puis après, elle ne marche plus du tout. Ça vous fait quel effet de revoir ces images-là ? C'est toujours émouvant et dur, mais comme aujourd'hui, je sais qu'elle marche, là, à l'heure où je vous parle, elle est en Corse en train de marcher au bord de la mer, et qu'elle rigole et qu'elle est en pleine forme. Aujourd'hui, je suis content. Peu efficace et dangereux. Ces médicaments restent pourtant remboursés à 100% par l'assurance maladie, car Alzheimer est une ALD, c'est-à-dire une affection longue durée. Selon la Direction générale de la santé, ces médicaments représentent un coût de 380 millions d'euros par an pour la sécurité sociale. Pour les laboratoires, c'est un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros par an. Retirer ces médicaments du marché nécessite des experts indépendants et une volonté politique de lutter contre la corruption dans le système de santé. Car traiter des malades sans prescrire ces médicaments est possible. Et c'est ce que font déjà certains médecins, comme le professeur Saint-Jean, que nous retrouvons à l'hôpital Georges Pompidou. Les praticiens français ont une image du médicament très très forte. Alors il y a plein de raisons à cela, il y a l'enseignement qu'ils ont reçu, et donc les universitaires on en est responsable. Il y a aussi le regard que porte la population française sur le médicament. Il y a aussi la pression de l'industrie du médicament. On est aujourd'hui dans une situation où les sujets âgés en France consomment 2 fois plus de médicaments que les Allemands et que les Scandinaves, sans que l'état de santé soit vraiment très très différent entre la France, l'Allemagne et les pays scandinaves. Donc il y a une culture du médicament en France qui est difficile de contrecarrer. C'est compliqué d'assumer cette relation avec un patient où on dit « vous avez une maladie qui est quand même un truc pas sympa du tout et je n'ai pas de médicament à vous proposer ». Et puis lorsque les malades s'aggravent, eh bien je dis « voilà, je n'ai rien ». Vous comprenez bien que c'est très simple. Ça va pas bien, je vous donne le médicament, et puis ça se dégrade, je vous en donne un autre, ou j'en associe un autre, ou j'augmente les doses. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de ces médicaments ? Est-ce que vous en prescrivez ? Je n'en prescris plus du tout depuis 5-6 ans. Je sais en même temps que je mets en place des prises en charge qui sont des prises en charge de réadaptation orthophonique. Après, est-ce que c'est très efficace ou pas ? J'en sais rien. Je sais qu'au moins sur la partie trouble du langage, il y a une efficacité. Donc, je ne suis pas sans solution.
la notion d'épidémie d'Alzheimer, vous savez, qui est agitée comme ça, parce que voilà, c'est une maladie des vieux, donc il va y avoir de plus en plus de vieux. Donc on a fait des prospectives épidémiologiques absolument catastrophiques, ne semblent pas du tout en train de se réaliser. Nos collègues anglais avaient fait en 1990 une enquête en population et ils avaient montré un pourcentage de déclin intellectuel en fonction de l'âge. Ils ont refait la même étude 20 ans après, avec la même méthodologie, et ils ont montré qu'à âge équivalent, aujourd'hui, il y a 25% d'Alzheimer en moins. Enfin, 25% de déclin intellectuel en moins, l'Alzheimer étant la principale cause. Et donc, ça nous interroge, puisqu'on n'a strictement rien fait pendant 25 ans. Imaginez qu'on ait eu un médicament capable de produire ça, son inventeur aurait le prix Nobel et la firme pharmaceutique aurait un taux de remboursement de son médicament absolument prodigieux. On n'a rien fait. Si ce n'est que les conditions de vie se sont améliorées, que, entre guillemets, le vieillissement de cette population a été ralenti. On voit bien que les vieux d'aujourd'hui sont bien plus en forme que les vieux d'il y a 25 ans. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, différencier cette maladie d'Alzheimer du vieillissement devient impossible. Alors, on connaît d'autres maladies. La maladie de Parkinson, c'est une vraie maladie, comme l'insuffisance coronaire est une vraie maladie du cœur. Mais l'Alzheimer, c'est compliqué parce que les lésions sont strictement les mêmes que celles qu'on observe au cours du vieillissement. Alors, la topographie n'est pas la même, la distribution des lésions n'est pas la même, mais peut-être tout simplement qu'il suffit d'attendre 100 ans, 110 ans, 120 ans, 130 ans pour que le cerveau soit complètement atteint. Et le débat reste ouvert. La pharmacologie, c'est là, c'est ça. Oui, d'accord. Merci. Pour compléter cette enquête de Pascal Pasquariello, nous recevons Philippe Masquelier. Philippe Masquelier, vous êtes médecin près de Lille. Vous êtes aussi membre d'une association que nous avons mentionnée dans ce reportage, la Formindep, l'association pour une formation médicale indépendante. Avant de commencer cet entretien, vous avez tenu à remplir une obligation que vous impose la loi. On vous écoute. Eh bien oui, je suis médecin coordonnateur dans 3 établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 2 établissements de gestion publique et le 3e de gestion associative à but non lucratif. Et je n'entretiens aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec les firmes commercialisant ou produisant des produits de santé. Voilà, cette déclaration, normalement, est obligatoire pour tous les professionnels de santé qui s'expriment en public sur des produits de santé. Alors, Philippe Masquelier, cette déclaration appelle une première question. La loi impose aux médecins de rendre public, comme vous venez de le dire, leurs conflits d'intérêts. Pourquoi n'interdit-elle pas tout simplement ces conflits d'intérêts ? Ça serait plus simple. Ce serait plus simple, mais cette obligation d'indépendance, elle existe normalement pour les agences de santé, pour garantir l'impartialité de l'expertise telle qu'elle était demandée jusqu'à présent dans la loi. Alors, une question très naïve, est-ce que la seule déontologie, est-ce que les seules règles morales qui régissent la profession ne suffiraient pas à éviter ce type de carambolage entre les intérêts de la médecine et puis les intérêts éventuellement privés des médecins ? Pour notre part, nous pensons que les conflits d'intérêts ne constituent pas avant tout une question morale. Elles sont d'abord un risque sanitaire important, comme l'ensemble des derniers scandales sanitaires le prouvent, à travers l'affaire du Vioxx, du sang contaminé, du Mediator. À chaque fois sont impliqués des conflits d'intérêts majeurs des professionnels de santé, des agences de santé et de régulation. Donc je pense que c'est vraiment une question, en tout cas pour les professionnels de santé, une question d'abord de professionnalisme et la non-gestion des conflits d'intérêts devrait être considérée comme une faute professionnelle. Les professionnels de santé, lorsqu'ils exercent leur métier, à titre de soignants ou d'experts, devraient s'assurer de ne pas avoir de conflit d'intérêts. C'est une question de santé publique. Alors l'argument de ceux qui défendent la collaboration, y compris rémunérée, entre l'industrie pharmaceutique et les médecins, c'est de dire on ne peut pas être expert en étant totalement coupé de ceux qui conçoivent et qui vendent les médicaments. Un praticien indépendant peut-il prétendre à cette qualité d'expert ? Ça devrait être une condition obligatoire pour assurer une expertise. Je pense que c'est la responsabilité des agences de santé de chercher des experts indépendants. Beaucoup d'experts indépendants, les firmes, prétendent
qu'un bon expert est un expert ayant beaucoup de liens d'intérêt parce que c'est lui qui connaît bien les médicaments. Donc la multidépendance, pour eux, assurerait l'indépendance. C'est quand même assez extraordinaire comme principe. Et nous, au format ADEP, nous assurons que seule une expertise indépendante peut prévenir les conflits d'intérêts et peut diminuer le risque sanitaire qui est lié. Alors on va en venir plus directement à l'objet de notre reportage, c'est les traitements de la maladie d'Alzheimer. L'un des arguments de ceux qui refusent d'écarter les médicaments, c'est celui-ci. Le médicament représente le lien essentiel entre le médecin et son malade. Est-il possible, est-il facile aujourd'hui pour un médecin tel que vous de dire à son malade « je ne vous prescris pas de médicaments parce que le médicament, en l'état actuel des choses, est inefficace ». C'est particulièrement difficile puisque les médecins universitaires, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, exercent une autorité de mandarinat auprès de toute la profession. Et de vouloir exercer en toute indépendance exige du médecin généraliste de base, par exemple, de s'opposer à tout ce qui est écrit et transmis dans les médias par ces mêmes leaders d'opinion. Et il va devoir rentrer en conflit avec ses partenaires de soins, il va devoir rentrer en conflit potentiel avec son patient et sa famille. C'est particulièrement difficile et le professionnel qui s'y exercerait, eh bien, a quelque part tout à perdre. Est-ce que la publicité faite autour de ces affaires qui mettent en évidence les conflits d'intérêts, notamment de certains grands pontes de la médecine, est-ce que cette publicité-là a des répercussions sur vos propres relations, à vous, médecins généralistes, avec vos patients? Est-ce qu'il y a un soupçon aujourd'hui chez le patient qui n'existait pas autrefois peut-être? Oui, donc une autre des conséquences des conflits d'intérêts est celle de faire perdre confiance dans les citoyens, dans le système de santé, et que ces usagers de soins, ces patients, se détournent de la médecine pour aller vers des pratiques non académiques, parallèles, et que ça soit une perte de chance pour eux dans certains cas précis où la médecine, fort heureusement, est utile pour tous, quoi. Merci Philippe Masquelier. Alzheimer, les petits intérêts dans les grands, c'était un reportage de Pascal Pascariello, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe, avec la collaboration de Christine Kern, mixage Claire Levasseur.